Le GAT au nom de l'humanité. Votre rendez-vous mensuel avec le GAT, tous les troisièmes lundis du mois sur la 105.5 FM. Le GAT au nom de l'humanité nous rassemble encore une fois sur la 105.5 FM de Radio Pyramide. Une nouvelle opportunité qui s'offre à nous pour en savoir davantage sur cette association d'anciens boursiers de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo et surtout d'en apprendre beaucoup sur les possibilités de profiter, vous aussi, de ces mêmes bourses. Au menu de ce nouveau numéro, Aïdat et Accra Chapta, parlez-nous-en. Ça peut paraître codé comme thème, mais avec les explications de nos invités, cela deviendra aussi clair que l'eau de roche. Comme l'Alabama aussi, bonjour. Bonjour, M. Amekoudji. Vous êtes Yali RLC Dakar, Oui. membre du GAT. Oui. D'accord, soyez le bienvenu. Merci. Notre deuxième invité, c'est Edwige Sabanko Homgouyeda. Ça va pas être facile, hein? Homgouyeda, est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça, Homgouyeda. Homgouyeda. Alors, soyez la bienvenue également. Merci. Vous êtes Yali RLC Accra, Oui. membre du GAT. Oui. D'accord. Soyez la bienvenue. On va faire cette émission. J'espère que les jeunes sont à l'écoute, surtout les étudiants, les apprenants, pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent pour décrocher des bourses de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et profiter de ces programmes qui vous renforcent en leadership de façon globale. Alors, commençons par décoder les mots-clés. Aïdat, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Alabama aussi? Oui, merci. Aïdat, c'est juste une association. Donc, c'est l'association des alumni Yali Dakar du Togo. Association des alumni Yali Dakar. Quand on sait que le GAT même, c'est Global Alumni Association of Togo. Donc, c'est la grande association. Oui. Et mis à part cela, il y a Aïdat, Oui. qui est l'association des boursiers du CRL Yali Dakar. D'accord, du centre Régional régional de leadership de Dakar. D'accord. Exactement. Donc, vous êtes aussi une association à part entière Oui. au sein du GAT. Oui. D'accord. Alors, nous avons Chapta Accra ou Accra Chapta, qu'on peut dire en français, chapitre Accra. Oui. Ou bien chapitre du Togo. Chapitre du Togo. Oui. Ah, pourquoi vous remplacez Accra par Togo? En fait, la dénomination, vous verrez, on dit ALC Accra, Alumni Chapter of Togo. Ok. Donc, chapitre du Togo. D'accord. Ok. Alors, est-ce le côté anglophone de la chose? Si, c'est le côté anglophone de Aïdat, si je peux le dire ainsi. D'accord. Donc, c'est aussi une association au sein du GAT. Oui, c'est une association à part entière, mais qui est aussi membre du GAT. Du GAT. Oui. D'accord. Alors, vous êtes quoi dans cette association, dans Chapta Accra ou Accra Chapta? D'accord. Merci. Au sein du Alumni Chapter of Togo, je suis chargée des événements et réseautages. D'accord. Ça veut dire que je suis membre du bureau. Parfait. J'ai oublié de vous demander. Hein. Non, je ne suis que membre. Je suis membre. Vous êtes membre. Actif. Vous n'êtes pas que membre, mais vous êtes membre actif. Hein. D'accord. Alors là, on va parler un peu de ces deux associations, de ces deux catégories de boursiers pour permettre aux jeunes qui nous écoutent d'en savoir davantage et essayer d'en profiter aussi. On commence avec vous, Monsieur Komlan Labama aussi. On va parler de Yali Dakar. Alors, je me posais la question tout à l'heure. Yali Dakar, tout le temps on le dit, c'est très connu. Mais pourquoi c'est à Dakar et non à Lomé par exemple ou à Cotonou? Bon, c'est très difficile de répondre à cette question dans la mesure où nous n'étions pas là lorsque ce choix est porté sur Dakar. Ce choix est porté sur Dakar. Et on peut imaginer que historiquement, Dakar fut la capitale de l'Afrique francophone. Donc on peut se rabattre sur cette explication. Sinon, on n'a aucune idée précise. Ouais. D'accord, ça tient la route de toutes les façons, je pense bien.
Alors, Yali Dakar, qu'est-ce qu'on doit en savoir? Que voulez-vous tout de suite nous dire par rapport à Yali Dakar? Oui, il faut dire que Yali Dakar, c'est le centre régional de leadership des ressortissants de l'Afrique francophone. Il réunit 25 États d'Afrique francophone. Mais désormais, dans la pratique, on se rend compte aussi que les États de l'Afrique lusophone ou lusophone aussi intègrent le centre régional Dakar. D'accord. Okay. Sinon, pour participer, on va aller directement sur le choix. C'est un choix que l'ambassade des États-Unis, pilotée par l'USAID, c'est l'équivalent de l'AFD pour la France, l'Agence française de développement. L'USAID, c'est l'USAID qui pilote le projet sur tous les centres régionaux d'Afrique, dont le centre régional. Donc pour candidater, il faut être âgé de 18 à 35 ans. Donc entre 18 et 35 ans. On va en arriver là. On est juste dans la présentation du centre. Ah ok. D'accord. Le centre, c'est à Dakar. C'est logé au CESAG, je crois au quartier Médina, donc à Dakar. Donc je crois que pour parler du centre, c'est ça. Vous avez trois programmes. Le Civic Leadership, il y a le Public Management et après, en dernier, le Business Entrepreneurship. D'accord. Pour la présentation du centre, on va vers Edwige. Oui, je repose la même question. Hein. Accra n'a pas été choisi au hasard. Je dirais aussi que je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi Accra a été choisi. Mais quand on regarde sur le plan stratégique, on se dit que c'est peut-être le pays le mieux placé pour pouvoir accueillir les anglophones de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que récemment, il y a aussi le centre de Lagos qui a été créé, mais au début, c'était le centre d'Accra et les Nigériens venaient aussi. D'accord. Alors justement, il y en a combien, ces centres régionaux de leadership sur le continent, de façon générale? Je dirais qu'il y a 5 centres à ma connaissance. Je ne sais pas si d'autres centres ont été créés parce que c'est selon les régions de l'Afrique. Donc nous avons le centre de l'Afrique du Nord, celui de l'Afrique du Sud, celui de l'Afrique de l'Est et celui de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, à l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec 3 centres déjà. Okay. Il y a celui d'Accra qui est anglophone, celui de Lagos anglophone et celui de Dakar francophone. Oui. D'accord. Alors, présentez-nous un peu le centre d'Accra. D'accord. Le centre d'Accra, en anglais, ça se dit RLC Accra, qui veut dire Centre Régional de Leadership d'Accra. Et c'est un centre qui accueille les jeunes leaders du programme YALI pour se faire former. Donc, le centre est logé dans l'enceinte de Gimpa, qui est aussi une école de management très reconnue au Ghana là-bas. Et comme je l'ai dit, ils forment dans 3 domaines, notamment le leadership en engagement civique, leadership en entrepreneuriat business et le leadership en administration publique. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, le centre a juste été créé pour pouvoir former les boursiers ou bien les lauréats du programme YALI. D'accord. Alors, on sait que le programme YALI a été une initiative de Barack Obama. C'était en 2010, je crois. Hein. Oui. Alors justement, quel est l'objectif qui est fixé à ce programme? Quel est le projet derrière ce programme? Bon, le projet, c'est d'initier ou de former une masse critique de jeunes leaders dans l'objectif d'avoir dans les années à venir des gens bien formés qui vont, quel que soit le domaine, prendre le devant de la scène. C'est ça. Ouais. De véritables acteurs qui puissent impacter positivement leur environnement et contribuer au développement. C'est bien cela. Oui. D'accord. Alors justement, commençons par aborder justement les 3 types de formations qui sont données dans ces centres. Oui. Vous avez commencé, vous êtes francophone, mais vous m'avez cité ces 3 catégories de programmes en anglais. À l'inverse d'Edwige qui l'a fait en français. On va les prendre un à un. Le premier, c'est
Moi particulièrement, j'ai participé à l'engagement civique, le civic leadership. D'accord. Le second, c'est le business entrepreneurship. Et puis après, en troisième position, le public management, c'est le management de l'administration publique. D'accord. Ouais. D'accord. Alors justement, quand on parle de celui auquel vous avez, le programme auquel vous avez... Leadership. Oui, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Beaucoup de modules qui vous forgent dans la mesure où, pour être coopté, soit vous êtes individuel mais engagé dans les actions sociales, ou soit vous êtes porteur d'un projet social, ou vous êtes à la tête d'une structure à caractère social, d'une association caractère social. Moi, particulièrement, je suis président de Ondi Hardy. Donc, j'ai été choisi en tant que porteur d'un projet sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées au Togo. D'accord. Oui. Ondi Hardy. C'est juste un think tank, une association de promotion de défense, et surtout d'études de la transversalité entre le handicap et les défis contemporains. Je vais nommer ici l'environnement, le climat, l'inclusion, l'équité, paix et sécurité, etc. D'accord. Et vous, Edwige, vous avez suivi quel programme? D'accord. Moi, j'ai déjà suivi 2 différents programmes. Parce que je dirais que nous sommes tous réunis dans le Creuset Yali. Et le Yali, comme je viens de le dire, il y a les centres régionaux. Et puis il y a le Mandela Washington Fellowship qui se passe purement aux États-Unis. Donc en 2016, quand je participais au programme Yali Accra, j'ai suivi la formation en entrepreneuriat business. En ce moment, j'avais déjà, puisque comme le disait mon collègue tout à l'heure, avant d'être retenu, il faut avoir déjà fait des preuves dans un domaine bien donné. Ça veut dire que si tu es sélectionné pour l'engagement civique, ça veut dire que même si tu n'as pas créé toi-même une association, on a déjà vu ton engagement à participer aux travaux, projets communautaires. Et là, on se dit, tu as du potentiel, tu dois être formé pour faire plus, puisque c'est même le but de ce programme. Et donc, en 2016, j'ai participé à l'entrepreneuriat business parce que j'étais encore étudiante. Et puis là, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était business parce que, bon, je viens d'une famille modeste et il fallait trouver le moyen de survivre étant étudiant à Lomé. Et c'est comme ça que j'ai été retenue pour être formée en entrepreneuriat business. Et comme il le disait, nous avons fait pratiquement 2 ou 3 semaines en temps commun. Et là, c'est des modules purement leadership. C'est de voir le modèle de leadership que nous voulons adopter en Afrique, en partant des modèles que nous avons de par le monde, en revenant en Afrique avec nos aînés comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, tout ça. Et les 2 dernières semaines, c'était maintenant, nous étions scindés, chacun était dans sa spécialité. Et là, c'est l'entrepreneuriat business où des entrepreneurs qui ont du succès sont venus partager leur expérience avec nous afin que nous puissions vraiment nous imprégner de la chose et au retour pouvoir continuer. Tout de suite, je disais à mon collègue dans les coulisses que plutôt quand moi j'étais là-bas, j'ai développé une passion pour la société civile. Et donc déjà même dès mon retour d'Accra, je me disais il faut que je crée une association. Et j'ai vu tout de suite que c'était pas évident, donc j'ai intégré une association depuis 2018 qui s'appelle AIFJL, Association internationale des femmes et jeunes leaders, où je dirais très active parce que là je suis la trésorière de l'association actuellement et je suis aussi le point focal genre et leadership féminin au sein de l'association. Donc le fait d'intégrer l'association et d'être très active a fait que j'ai pu être retenue pour le programme Mandela Washington Fellowship l'année dernière, en 2022. Et en juin 2022, nous avons voyagé pour les États-Unis où j'ai participé maintenant au programme, à la formation dans le domaine du leadership en engagement civique. Et là, je me suis imprégnée vraiment de l'expérience, de la vie quotidienne de la société américaine en termes d'engagement civique. J'ai beaucoup appris. On a visité vraiment des associations qui sont tellement engagées et on s'est rendu compte. Je me suis même demandé, mais est-ce que l'engagement civique, ce n'est pas juste dans le gène des Américains? On dirait qu'ils le savaient. On verra, vous allez partager en tout cas toutes ces expériences-là avec nous. Et finalement, quand vous dites, oui, vous avez été retenu parce que vous avez fait ci, vous appartenez à telle association, vous étiez très engagé,
on va se demander, mais quels sont les critères de sélection, de choix des bénéficiaires de ces bourses? Oui, comment est-ce que, par rapport à votre expérience personnelle, vous avez été retenu, sélectionné? D'abord, il faut parler français. Ah, pour ce qui est de Yali Dakar. Dakar. De Dakar. Ouais. Il faut d'abord parler français et après être âgé entre 18 et 35 ans. Ça, c'est les critères de base. Résider dans l'un des 25 pays dans le Togo. Donc, après, il faut avoir un projet ou une idée de projet. Oui. Parce que c'est à base de cette idée de projet ou ce projet-là que vous irez là-bas vous faire former. Et au sortir, vous sortirez performant. Et vous sortirez avec peut-être un projet poli, c'est-à-dire bien huilé. Bien huilé, bien ficelé. Oui. Donc, déjà, ce sont les conditions de base pour participer. Après, il faut être de nationalité togolaise ou des 25 pays. Après, il faut avoir un passeport ou une carte d'identité. Après, bon, les conditions classiques de voyage, parce qu'il faut voyager. Je rappelle aussi qu'il y a une formation exclusivement en ligne qui ne nécessite pas de déplacement sur Dakar. Donc là, vous comprenez qu'on n'a plus besoin de passeport ni de carte d'identité. Donc, je crois que ce sont les conditions, à mon avis, surtout l'idée, le projet d'idée, et c'est bon. Maintenant, après, c'est au centre de détecter en vous votre capacité sinon, bon, on saura dire pourquoi on m'a choisi, pourquoi je saurais le dire. Parce que, bon. C'est clair, de toutes les façons, je crois qu'il y a beaucoup de participants à ces projets. Très peu sont sélectionnés. On va scruter cela pour permettre aux jeunes de comprendre. Alors, sur quelle base vous avez été sélectionné, retenu? Je dirais, par rapport à ce que vient de dire mon collègue, c'est pratiquement les mêmes critères. Et peut-être moi, ça, j'ajouterais, il faut d'abord avoir fait preuve d'engagement dans ta communauté, dans ta société, avoir participé au projet communautaire surtout. Parce que c'est avec ces activités, ces acquis que tu vas te vendre. Parce qu'il est question de, comme vous le dites, c'est beaucoup, je dirais beaucoup postulent, mais peu sont retenus. Et donc, c'est avec ça, tu vas vraiment te vendre. Il faut avoir déjà prouvé que tu t'intéresses à tout ce qui est communautaire. Tu veux changer, tu vas apporter un changement autour de toi. Et quand tu arrives à prouver que tu as déjà fait quelque chose et que tu as une vision, tu veux faire plus, là, tu pourras être facilement retenu. En plus de ce qu'il a ajouté, ce qu'il a dit. D'accord. Alors, il faut s'engager. Est-ce que vous vous étiez préparé à cela? Est-ce que vous avez connu le programme Yali et en conséquence, vous étiez préparé pour répondre aux critères? Moi, honnêtement, personnellement, non. Je n'avais pas connaissance du programme. D'accord. C'est une amie qui me l'avait balancé sur WhatsApp et qui m'a conduit à aller lire ce que c'est. Et puis, après, je me suis dit, c'est intéressant. Pour aller se former, connaître, c'est très important pour moi. Donc, j'ai postulé. Et bon, on m'a appelé. C'était un après-midi, je reçois un appel. Bon, je me suis dit que c'est des arnaqueurs parce que c'est présenté, oui, après, je dis, je reviens, puisque j'étais un peu occupé, et la personne me rappelle encore. Je dis, là, ça devient sérieux. Oui. Là, on me pose des questions sur ce que j'avais écrit dans ma candidature. Des questions précises pour savoir si c'était vraiment moi. Oui. C'est ce que j'ai compris. Donc, je répondais. C'est après que j'ai compris, je me suis rendu compte que c'est vraiment du sérieux. Mais une fois là-bas, on me dit aussi que j'ai eu de la chance. Le fait de dire je reviens parce que, bon, j'étais occupé. Apparemment, il y avait beaucoup de monde sur la liste, mais bon, on était revenu me rappeler après parce que... Donc, moi, je ne me suis pas préparé, je n'avais pas connaissance du programme. Je savais qu'il y a Mandela, les gens allaient, mais je ne suis pas intéressé, je ne suis pas programmé pour ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce qu'il en a été pour vous, Edwige? Moi, je dirais, étant peut-être faisant partie des pionniers qui ont eu à participer à ce programme, je dirais qu'on n'était pas peut-être du tout, j'étais pas préparée, mais il y avait quand même une chance qui m'avait déjà prédisposée à cela. Comme je le disais, j'avais eu la chance de participer à des projets d'ordre communautaire, tout ça, de sensibilisation, de salubrité publique, tout ça. Et donc, c'est ce qui m'a aidée. Sinon, je suis de la cohorte 3 en 2016. Donc, on venait à peine de commencer le programme. Ah oui. Beaucoup de gens n'avaient pas connaissance du programme. Exactement. Et même, je me rappelle, dans ma cohorte, on n'était que 2 venus du Togo. C'est justement la méconnaissance du programme sur le plan local qui nous conduit désormais à parler davantage, à communiquer sur le programme. C'est vrai, c'est méconnu, alors que c'est un programme exclusivement gratuit. Et vous déboursez aucun franc, mais vous profitez assez. Je dirais, vous gagnez gros. Vous gagnez gros. Vous gagnez gros. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez gagné à travers ce programme? Oh, j'ai gagné une famille. J'ai gagné une famille parce que, ayant été à Dakar, je suis tombé dans une famille de personnes engagées civiquement et des personnes atteintes d'albinisme, des personnes en situation de handicap, des personnes valides, avec qui j'ai passé 3 semaines de convivialité extraordinaire. Parce que, bien qu'on ne se connaissait pas, on a partagé beaucoup de choses. On veillait ensemble à faire des exercices, on rigolait ensemble. Pour se déplacer, parce qu'on a l'habitude de sortir du CESAC pour aller dans les centres d'accueil de réfugiés, pour aller voir comment est-ce que les autres font. Mais il fallait voir comment les gens se mettent à la place des porteurs de handicap pour les porter, pour les aider. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous avons gardé les liens. Donc moi, j'ai gagné une famille et j'ai gagné de la connaissance. Parce qu'on a eu à nous montrer, par exemple, le rapport qu'on se doit d'avoir avec les médias. Comment est-ce qu'on écrit un papier presse? C'est des petits trucs en tant que responsable d'association, on se doit de maîtriser, qu'on ne connaissait pas. Donc, la question des droits de l'homme, la question du genre, c'est grâce à Yali que moi, j'ai eu la version originale, par exemple de la charte de Mandin qui traitait qui nous fait dire aujourd'hui que la question du genre, c'est venu d'Afrique. Donc, j'ai gagné assez. À part la connaissance, c'est du réseau. Oui. Parce qu'on quittait ici, on était 4, 2 filles, 2 garçons. On vivait dans le même pays, mais on ne se connaissait pas. C'est à l'aéroport qu'on s'est connus. Déjà ici, j'ai acquis, j'ai gagné 3 personnes. 3 personnes extraordinaires, avec qui on a gardé de très bons liens. La preuve, on devait être 3 ici, mais le second, il est en déplacement. D'accord. Oui. Ok. Belle expérience, en tout cas, on va continuer de creuser parce que j'ai bien envie de savoir un peu plus. Oui. Nous avons envie de savoir un peu plus. On va se tourner vers Edwige. Vous avez choisi d'aller du côté anglophone parce que vous maîtrisiez anglais, c'est bien cela? Oui, j'ai fait l'anglais à l'université. Donc c'est la langue de base. Ici, c'est le français. Là, il faut maîtriser l'anglais. Ouais. D'accord. Alors, justement, vous, qu'est-ce que vous avez gagné à travers ce programme? Comme je le disais, à Yali, on gagne gros. Et moi, je dirais que Yali a transformé ma vie. Parce qu'en 2016, quand j'allais à Accra, d'abord, l'anglais même que j'ai étudié à l'université ici, je le parlais à peine. Donc, arrivé sur le territoire ghanéen, je me suis retrouvée dans l'obligation de parler l'anglais au quotidien. Ce qui n'a pas été facile du tout. C'est pourquoi je dis ça a transformé ma vie. Parce que jusqu'à la fin du programme, avant que je ne revienne au Togo, mon niveau d'anglais avait quand même monté. Même si je n'étais pas à un niveau parfait, ça avait quand même monté. Donc, c'est déjà un acquis pour moi, un gain pour moi. Et au-delà de ça, quand je suis allée au Yali, j'ai appris
j'ai découvert d'autres jeunes venant de d'autres pays d'Afrique qui font des choses merveilleuses. Des jeunes qui ont, de ma génération, qui ont pratiquement le même âge que moi, qui font de grandes choses. C'est là que je me suis réveillée. Je dis, mais c'est comme si moi, je dormais chez moi dans mon pays, au Togo ici. Parce que je me rends compte que des jeunes qui ont pratiquement le même âge que moi ont déjà réalisé beaucoup de choses dans leur pays, dans leur communauté. Et cela a suscité en moi une envie de faire plus ce que je fais pour ma communauté. Cela a suscité une envie à moi de transformer les choses autour de moi. Et ça a changé ma personne parce que j'étais d'abord peut-être une personne timide à la base. Mais le fait d'être avec des jeunes, tu ne veux pas parler, tu es dans ton coin, ils viennent vers toi, ils te dérangent. Dis-nous ce que tu fais dans ton pays en tant que jeune leader. Eux, ils te disent ce qu'ils font, tout ça. Déjà, ça m'a amené à m'ouvrir, à pouvoir commencer à échanger avec les gens. Et ensuite, les formations, tout ça, les découvertes. Et ça fait que de retour du programme Yali, j'étais du genre, plus rien ne m'arrête. Ouais. Plus rien ne vous arrête. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'après ces programmes, vous revenez totalement transformé dans votre pays. Oui. Et est-ce que, justement, avec tous ces bagages-là, vous arrivez à vous déployer sur le Togo? Parce que c'est quand même deux pays différents, des cultures différentes, des façons différentes de voir la chose, de se comporter. Alors, est-ce que c'est quand même, vous n'avez pas des obstacles où vous vous sentez à l'aise de vous déployer et de mettre en pratique tout ce que vous avez acquis comme connaissance? Oui, je crois. Déjà, il faut dire que nous étions sur le terrain avant d'aller, donc ce qui facilite le déploiement après, au post-formation, parce que au fond, on est parti que confirmer ce que nous avons déjà, les acquis que nous avions. On est parti polir ça afin de mieux nous déployer sur le terrain. Donc les obstacles, je crois qu'ils ne vont pas finir, mais on fait tout pour minimiser ces obstacles-là, parce que ce que nous avions appris aussi, c'est ça le leader. Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui pleure devant les obstacles, mais se bat ou fait tout pour surmonter ou solutionner ces obstacles. Donc, nous pensons que les obstacles, oui, mais bon. Vous êtes aguerri pour les affronter. On y va. Alors, Edwige, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de faire après la formation, avant et après la formation? Moi, je dirais que avant la formation, je n'appartenais pas à une association. Je participais juste à des activités. Mais quand je suis revenue, j'ai senti le besoin d'appartenir à une organisation, comme vous le dites, qui me permet de pouvoir mieux agir. Parce qu'individuellement, ce n'est pas évident. Et c'est comme ça, comme je vous le disais, en 2018, j'ai intégré l'Association internationale des femmes et jeunes leaders parce que j'ai vu qu'ils répondaient plus ou moins à mes aspirations en termes de leadership féminin surtout. Et au-delà du leadership féminin, nous sommes aussi dans la paix, citoyenneté, développement durable. Et donc, j'ai rejoint cette association. Et au-delà de ça, je dirais aussi que lorsque nous revenons en tant que boursiers, c'est pourquoi nous avons créé par exemple le Chapta du Togo pour permettre aux boursiers du centre régional d'Accra de se mettre ensemble et de pouvoir agir et pouvoir avoir une synergie d'action. Tout à fait. Et le Chapta permet de mettre en exergue les activités des membres du Chapta. Et donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'engagement civique, nous menons des activités dans ce sens. Donc, parfois, des activités peuvent être une activité d'un membre du Chapta, mais tout le Chapta se mobilise autour pour pouvoir l'accompagner, pour une synergie d'action et plus de visibilité. Très intéressant. Alors, vous êtes à peu près combien au sein du Chapta Togo? Beaucoup? Nous sommes nombreux quand même. Puisque le centre d'Accra est ouvert depuis et nous sommes, je pense, à la 40e cohorte. Et donc, le nombre, il est grand. Et après chaque cohorte, les boursiers intègrent le groupe. Automatiquement, ils sont membres. C'est comme ça l'adhésion se fait. D'accord. Donc, nous sommes nombreux. Au niveau de Yali Dakar, ça doit être également une véritable armada de membres. Hein. Oui, moi, j'étais la section 21. Okay. Donc, la dernière fois, ils ont lancé la section 22. Donc, c'est tout un monde. Tout un monde. C'est tout un monde. Et vous travaillez également en synergie? Oui, en synergie. On a été
dernièrement à La Réunion pour la remise des attestations pour ceux qui ont suivi la formation en ligne. Donc, on travaille en synergie. D'accord. La formation dure 3 semaines, c'est ça? À Accra, c'est ça? Oui, disons que depuis Covid, la formation hybride a été développée. Okay. Donc, c'est 2 semaines en ligne et 3 semaines en présentiel. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de l'organisation de cette formation. Dans vos propos tout à l'heure, on a senti qu'il y a beaucoup de partage d'expérience. Comment est-ce que, de façon globale, la formation est organisée? La formation, comme je le disais, elle est organisée au début. Nous, en notre temps, il n'y avait pas le volet en ligne, donc tout était en présentiel. C'est ça. Donc, nous avons passé 5 bonnes semaines à profiter d'Accra. C'était intéressant. Et donc, les 3 premières semaines, on était tous en tronc commun où on suivait des modules sur le leadership. C'est comme à l'université, c'est ça? Plus ou moins, mais moi, je dirais que ce n'est pas comme les cours classiques de l'université où l'enseignant vient, mais c'est plus la facilitation. Donc, nous sommes amenés à beaucoup parler, à faire beaucoup d'exercices, nous entrons beaucoup en action. Et même, je dirais, au-delà aussi des formations, nous avions eu des soirées culturelles où nous sommes mis en groupe pour pouvoir mettre en exergue nos valeurs culturelles. Donc, c'est tout un mélange de choses. Mais au-delà aussi des cours en salle, nous allons visiter des sites. Nous sommes allés, par exemple, visiter le port de Tema. En autant quand on était allés. Donc, on était même allés jusqu'à Cape Coast pour des visites, tout ça. Et donc, parfois, nous allons faire des visites et nous revenons, nous en parlons en salle pour voir qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de quel modèle de leadership nous voulons en Afrique. Et donc, nous avons décortiqué le terme leadership de long en large, ethical leadership, comment être éthique dans le leadership, tout ça. Et au-delà de ça, maintenant, nous sommes spécifiés. Comme je le disais, moi, j'étais en entrepreneuriat business où des entrepreneurs qui ont déjà du succès ont été invités pour venir partager leur expérience avec nous, nous dire comment ils ont commencé, par quoi ils sont passés comme difficultés pour être où ils en sont aujourd'hui, pour que nous puissions apprendre d'eux et pouvoir suivre leurs pas. Parfait. Du côté de l'IALI Dakar. Oui, nous avons vécu 3 semaines en présentiel. Déjà, en ligne ici, vous êtes mis dans des groupes différents où vous commencez déjà à vous familiariser, à débattre sur des questions d'ordre professionnel, intellectuel et autres. Et après, une fois sur place, c'est une course à la montre parce qu'il faut se réveiller tôt pour aller. Nous avons la chance d'avoir à la fois la salle de formation pas loin de la résidence, donc bon. Avant que je ne continue, il faut apprécier l'accessibilité ou la prise en compte de l'inclusion des personnes handicapées au niveau de IALI Dakar. Parce que lors de notre cohorte, nous étions 4 en porteurs de handicap, même en fauteuil roulant. Et c'était accessible, l'immeuble. Il y avait l'ascenseur, il y avait tout. On n'avait pas de problème d'inaccessibilité. Oui. Et même lors de nos sorties, c'était des bus. Mais on prenait des dispositions en amont pour que celles qui ont un fauteuil roulant, par exemple, ne prennent pas le bus, mais prennent un véhicule simple. Donc, c'était des dispositions adaptées à la question du handicap ou aux porteurs de handicap qui nous attiraient notre attention, positivement, bien sûr. Donc, pour revenir à votre question, pour la formation, très tôt déjà le matin, vous vous formez, vous avez une salle. Nous avons rarement des choses en commun parce que chacun avait ses modules à faire. C'est vrai qu'il y a des journées, pas dans les journées genre. On était sur place quand le 8 mars était là, donc on a passé toute la journée à célébrer la femme. Après, pour parler des expériences, on fait des séances communes où on invite par exemple l'ambassade, l'USAID à venir nous parler des opportunités qu'ils ont à leurs ambassades et programmes respectifs. Donc, nous, on va plus à la fois sur le terrain, mais on suit des formations sur les droits de l'homme, sur nos contacts avec les médias,
sur la rédaction même de projet, suivi et l'évaluation des projets, comment ça marche, comment budgétiser son projet, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, on a été conseillé. Comme quoi, par exemple, des choses qu'on ne fait pas. On ne gonfle pas les budgets. Les budgets. Ouais, on doit s'assurer que ce qu'on fait est juste. Okay. Comment on peut dire ça en français facile? On ne préfinance pas un projet, on ne réalise pas un projet dans l'espoir que le bailleur viendra rembourser. Non. Ok. Non. Oui, mais quand on tient compte de nos réalités en Afrique, exactement. Vous avez par exemple un concert à organiser. Des sociétés vous font énormément de promesses, mais les sous ne tombent pas à bonne date. Vous n'êtes pas obligé. Ce fut un débat. Ce fut un débat. Ah oui, je l'imagine. Oui, ce fut un débat parce que, honnêtement, sur un projet, il y a beaucoup d'activités. Il y a certaines activités qui nécessitent moins de moyens. Oui. Et que vous estimez que vous pouvez le faire. Mais bon, je pense que c'est le terrain qui dicte l'action. Ah oui, c'est le terrain qui doit être pris en compte. Et peut-être à ça, moi je vais ajouter que nous, on avait eu à faire des simulations où on était divisé en sous-groupes et chaque groupe devait gérer une entreprise. Okay. Et donc, on vous donne l'historique de votre entreprise à l'instant T et vous devez mener des actions pour voir où est-ce que vous amenez l'entreprise. Et je me rappelle que le groupe auquel je faisais partie, notre entreprise a eu faillite. Et ça faisait partie de l'expérience. À la fin, on s'est retrouvé avec une faillite. On n'a pas fait de chiffre d'affaires, mais on a chuté. Heureusement que c'était juste une simulation. C'était extraordinaire parce qu'on nous faisait acheter beaucoup de choses sur place parce que nos businessmen et women là-bas ne nous laissaient pas tranquilles parce que c'était pratique la formation. Oui. Donc, il faudrait imaginer une activité génératrice de revenus. Donc, c'est des biscuits par ici, des gens fabriquent des bonbons par là, les gens, des tissus par ici, des trucs là. Donc, on nous faisait acheter et ça crée le contact aussi. Ça crée vraiment le contact. Donc, c'était très bien. C'est très bien la formation. C'était formidable, c'était très bien. Ça vous a transformé votre façon. Et je devine bien aussi que cela vous a certainement outillé à pouvoir mener les combats qui sont les vôtres aujourd'hui en faveur des personnes en situation de handicap au Togo. Oui, et pour avoir vécu ça, je crois que je sais maintenant que c'est possible. C'est possible qu'un programme soit suffisamment inclusif pour que les porteurs de handicap y participent. Ouais. Et je profite pour faire appel à tous ceux qui font les programmes de leadership, les programmes d'incubation, les programmes de vraiment réfléchir à l'inclusion. On est allé jusqu'à interroger les responsables. Et c'est un engagement que les gens ont pris pour que les personnes handicapées, quoi qu'il arrive, participent au programme. Parce que sans ça, le programme n'est pas inclusif. On peut dire qu'il y a inclusion, mais on va s'arrêter à la femme. Et ce n'est pas l'inclusion. Si la femme est vulnérable, il n'y a pas plus vulnérable que la personne handicapée. Parce qu'il y a des femmes handicapées. Bien évidemment. Oui, Edwige. Oui, je voudrais même ajouter qu'aujourd'hui, même la question de genre va au-delà même de question de femmes, pour inclure même les personnes vivant avec un handicap. Donc, aujourd'hui, la notion de genre est élargie. Et donc, qui parle genre, parle des femmes, parle des personnes vivant avec un handicap. Parle des hommes aussi. Toutes les couches vulnérables. Bien sûr. Ouais. Voilà. OK. Alors, justement, pour avoir bénéficié de ce projet-là, ou de ces programmes-là, est-ce que vous avez été amené à débourser de l'argent, à investir pour en profiter? Je dirais que moi, j'ai investi 0 francs. Parce que s'il faut peut-être le dire en termes d'argent, parce que je n'ai pas sorti 1 franc de ma poche pour ce programme. Le programme est totalement pris en charge. C'est peut-être lorsque vous êtes retenu pour le programme. Puisque pour postuler, c'est juste vous avez une connexion. C'est en ligne, ça se fait généralement. Okay.
Donc, vous postulez en ligne et si vous êtes retenu, c'est eux qui vont vous appeler, ce n'est pas vous de les appeler. Donc, vous n'allez pas utiliser votre crédit. Comme je le disais, peut-être si vous êtes retenu, il va falloir, si vous n'avez pas un passeport, c'est à vous d'établir votre passeport. Là, ils ne vont pas vous donner l'argent pour cela. Donc, c'est peut-être l'argent que vous avez dépensé, mais le passeport, il vous revient après. Donc, vous n'avez pas investi pour ce programme. Et votre voyage, votre présence là-bas est pris en compte. Et même des perdiens même sont donnés pendant le programme. Donc, vous voyez que même vous revenez même avec un peu d'argent dans la poche si vous faites de l'économie. C'est ça. C'était pareil pour vous? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Même pour ceux qui sont hors CEDEAO, qui ont besoin de visa, si vous déboursez 1 franc, vous serez remboursé sur place. Une fois sur place, vous serez remboursé. J'ai même vu une femme avec sa fille sur place. Ça dit, le projet est suffisamment inclusif. Vous êtes maman, vous pouvez. Il suffit de signer. Vous devez informer pour qu'on prenne les dispositions. Parce qu'il faut prendre une nounou pour la maman. Pour qu'une fois en formation, on puisse prendre soin de la fille. De l'enfant. Du bébé. Donc, il faut vivre il faut vivre cela pour comprendre. Le critère d'âge, en tout cas, doit être respecté pour cela. Ça, dans les deux cas, c'est de 18 à 35 ans, comme défini par l'Union africaine, l'âge de la jeunesse. Nous autres sommes disqualifiés. Mais je dirais qu'il y a quand même des cas exceptionnels, je ne vous interromps pas. Et nous nous sommes retrouvés avec des jeunes de moins de 18 ans. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses qui vont au-delà de leur âge. C'est ça. Ils ont fait preuve de maturité. Et c'est comme ça on s'est retrouvés avec des jeunes qui ont plus de 35 ans. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Là, c'est au jury de juger, de dire, waouh, cette personne elle est exceptionnelle, il faut qu'on la prenne. Des jeunes de 48 ans, pourquoi pas. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est qui ont bien envie de profiter de ce programme, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quels conseils vous leur donnez? C'est pour le civic leadership ou même pour l'entrepreneuriat, il faut qu'ils commencent quelque chose. Il faut qu'ils s'engagent aux côtés de quelqu'un ou se déployer sur le terrain. Il y a plusieurs activités. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Vous verrez que telle association fait telle activité, soit à la plage, soit ici. Associez-vous à ces structures-là. Vous allez acquérir de l'expérience, comprendre. Parce que pour remplir le formulaire, on vous posera des questions. On posera des questions. La dernière activité que vous avez faite, si tu n'as pas, tu vas imaginer, mais on finira par t'avoir. N'est-ce pas? Oui, parce que une fois, si jamais vous êtes sélectionné, parce que chacun va dire ce qu'il fait dans son pays, ce que tu as fait. Donc, il faut que tout le monde se réveille et s'engage. S'engage selon son choix. Si c'est le business que vous voulez faire, ok, essayez de voir ce que vous pouvez faire et imaginez un projet. Parce que, je l'ai dit tantôt, il faut une idée de projet. Donc, vous devez savoir ce que c'est qu'un projet, ce que c'est qu'une idée de projet. Et essayer de l'avoir sur soi. L'idée de projet doit être, je crois, très originale ou doit... C'est le critère. C'est le critère. Il faut une dose d'originalité à votre... C'est vrai qu'on se copie dans le monde, mais il faut qu'on voit votre particularité. La touche particulière. Et il faut aussi ajouter que moi, j'ai compris que même si vous êtes dans le business, votre projet doit avoir un caractère social. Ou bien un volet social. Parce qu'on ne forme pas... ce n'est pas simplement de l'argent. Mais il faut que ton projet impacte ta société, l'environnement direct autour de toi. Donc, s'il y a un conseil pour les gens qui sont dans le business, il faut qu'ils réfléchissent. Il faut qu'ils, même si c'est exclusivement business, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour donner une dimension sociale à la chose. Ou peut-être environnementale. D'accord. Oui, Edwige. Oui, moi, je dirais que tout tourne autour du leadership. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous engager, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le business,
Et il est question de leadership. Et quand je dis leadership, c'est que on dit souvent le leadership, c'est pas celui qu'on voit forcément au devant de la scène, mais tu peux aussi faire preuve de ton leadership même étant au derrière de la scène. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui prend des initiatives. Et même si tu n'es pas dans un cadre qui te permet de prendre des initiatives, il faut quand même collaborer avec des gens pour pouvoir initier des choses autour de toi. Tout est question de, comme il le dit, c'est le social. C'est vouloir changer quelque chose que tu vois qui n'est pas bon et tu veux vraiment que cela change. Donc, il faut s'engager. Et comme, par exemple, moi au début, je ne comprenais pas pourquoi ceux de l'administration publique étaient intégrés. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Finalement, j'ai compris que même quand tu es employé quelque part, tu peux aussi vouloir apporter un changement, un plus qui va aussi aider tes collaborateurs. Donc, en prenant cette initiative, tu es dans le leadership, tu es en train de vouloir changer quelque chose. Et c'est ce que le programme veut. Donc, je disais tout à l'heure que on dirait que les Américains naissent avec l'engagement ou bien l'engagement civique dans leur gène. Je voudrais vraiment que nous, jeunes Togolais, nous puissions inculquer ça dans nos habitudes, dans nos gènes, si je peux dire. Il faut que cela nous soit, comment je vais le dire, mais que cela nous soit à cœur de vouloir nous engager pour notre communauté. Qu'on ne soit pas là à dire que c'est quelqu'un, c'est le gouvernement, c'est telle association que je connais déjà qui va le faire. Non, toi en tant qu'individu, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? Et commence-le. Trouve des jeunes qui sont autour de toi. Commencez quelque chose et c'est comme ça que vous allez évoluer. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre part à ce programme. Le programme est juste là pour identifier des jeunes qui ont déjà l'idée, qui sont déjà préparés à quelque chose et juste les former pour qu'ils fassent mieux, pour plus d'impact. Exactement. Ouais. Alors oui, quand vous le dites, vous expliquez la chose aussi bien. J'étais là à penser à toutes ces personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont vraiment engagées dans leur communauté, qui réalisent des choses extraordinaires pour le bénéfice des autres citoyens. Est-ce que ces personnes peuvent profiter de ces programmes-là? Bien évidemment. On encourage même, surtout ceux de l'intérieur du pays. Si vous êtes à Tapamé, vous êtes à Dapaon, je crois que vous avez plus de chances d'être retenu que ceux de Lomé. Oui. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent un seul instant à candidater lorsque le moment serait venu. D'accord. Moi, je dirais peut-être qu'au-delà peut-être du niveau intellectuel, il faut peut-être s'exercer à mieux parler le français, puisque la formation, si c'est à Dakar, c'est en français. À Accra, c'est en anglais. Donc, si vous parlez bien, vous leur prouvez, par exemple, lorsque vous postulez, en remplissant le formulaire, vous leur prouvez que vous pouvez bien écrire le français ou l'anglais. À l'interview, on vous interroge et que vous parlez bien le français ou l'anglais, ils ne vont pas tenir compte de votre niveau d'études, mais eux, ce qui les intéresse, ce sont les actions que vous allez mener. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter. Alors, est-ce que, oui, vous l'expliquiez, mais je me dis, on ne va pas juste se contenter de ce que vous dites. Quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Vous racontez votre vie, vous pouvez inventer des histoires, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'apporter des preuves, des actions qu'on mène sur le terrain, notamment à travers des vidéos, des images? Justement, je voulais même ajouter cela en disant qu'aujourd'hui, les jeunes notre génération a les réseaux sociaux qui nous permettent de mettre en exergue, de publier nos activités que nous faisons. Donc, quand je disais que les jeunes peuvent s'engager, aujourd'hui, avec nos smartphones, on peut facilement prendre des photos, nous créons une page Facebook et nous partageons. Et lorsque vous êtes retenu pour ce programme, c'était pour le Mandela Washington Fellowship, on nous disait qu'ils sont allés jusqu'à fouiller, faire des enquêtes sur nos activités. Ça veut dire qu'ils sont allés lorsque, dans le processus, on vous demande de donner les noms de vos différentes plateformes. Donc, quand vous donnez les noms, ils vont vraiment pour chercher, voir si ce que vous avez dit que vous avez fait, c'est vrai, vous l'avez fait. Parce qu'aujourd'hui, tout jeune, lorsqu'il fait quelque chose, il a envie que le monde entier, sa communauté, sache qu'il a fait quelque chose. Donc, vous publiez et ça vous attend. Et ils iront chercher. Ça contribue énormément. Juste pour compléter, il faut que tout le monde comprenne que les réseaux sociaux ou bien nos pages sont nos CV. Sont pour nous nos CV numériques. Ça, c'est une très belle façon de dire la chose. Pour ces gens de programmes, forcément, ils iront voir
ils vont voir. Il suffit de taper le nom de la personne. On voit, ok. Donc, on profite de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux jeunes de savoir ce qu'ils postent. On ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Donc, c'est l'occasion de les appeler. Si vous menez une activité, vous allez payer, c'est quoi? Vous faites quelque chose qui impacte un seul individu, n'hésitez pas à le poster. C'est vrai que moralement, chez nous, on n'a pas l'habitude de faire ces choses-là. Parce qu'on se dit quand la main droite donne, ce n'est pas la peine que la main gauche soit au courant ou sache. Mais bon, en attendant que votre CV ne soit lu et connu de quelqu'un, vous pouvez faire votre publicité. Ouais. Parce que c'est cher la publicité sur les chaînes classiques. Donc, c'est l'occasion de les exhorter à travailler davantage. D'accord. Je voudrais même ajouter qu'aujourd'hui, le numérique même est un cadre qui permet même aux jeunes de mener des activités. Par exemple, nous, au sein de notre association, il arrive que nous organisons des campagnes digitales. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas besoin forcément d'un endroit précis, de discuter avec des gens pour négocier, quoi que ce soit. Mais avec ton téléphone, vous vous mobilisez et vous organisez une campagne digitale. C'est un moyen de sensibiliser la masse. Oui. Et donc, ils peuvent aussi s'en servir. Et organiser une campagne digitale, c'est une activité. C'est une activité. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors, oui, d'accord. Vous nous disiez que oui, ça se fait en ligne. Il faut juste aller se connecter et puis s'inscrire. Oui, on se connecte, mais on va à un endroit précis sur la toile pour s'inscrire. Alors, où est-ce qu'on va chercher ces contacts, Yali? Moi, je dirais que au moment venu, les liens sont disponibles. Okay. Donc, aujourd'hui, ça se partage dans les groupes. Puisque pour les centres régionaux, c'est après chaque cohorte, ils lancent le recrutement d'une nouvelle cohorte. D'accord. Donc, dans l'année, ils peuvent former, je ne sais pas, au moins 3, 4, combien de cohortes, je ne sais pas, par rapport à Accra et à Dakar. Mais c'est seulement le Mandela Washington Fellowship qui est annuel. Et là, c'est en septembre, c'est lancé. D'accord. Mais pour les centres régionaux, aussitôt libérer une cohorte, ils lancent le recrutement pour une nouvelle cohorte. Et les liens sont partagés dans les groupes. Donc, aujourd'hui, nos groupes, tout ça, on se regroupe toujours dans les groupes, on est en communauté. C'est pour ce genre de partage d'opportunités. Donc, il faut être à l'écoute. Lorsque les gens partagent les opportunités, il faut être attentif et savoir qu'est-ce qu'on partage. Parfois, c'est bon de cliquer, de voir si tu réponds aux critères. Moi, j'ai beaucoup postulé à des programmes comme ça. Je dis, bon, je clique pour voir est-ce que je réponds aux critères. Quand je réponds, ça ne me coûte rien de postuler. Oui. Voilà. Juste pour ajouter, il faut dire qu'ils utilisent aussi les réseaux sociaux. Donc, ils sont sur Facebook. Il suffit de taper Yali Dakar, vous les aurez sur Facebook. Comme le GAT, comme Aïdat, nous sommes tous sur Facebook. Donc, toutes les offres de candidature sont publiées sur ces réseaux sociaux. D'accord. Yali Dakar, Y-A-L-I Dakar. Et du côté d'Accra, Yali Accra. Yali Accra. Oui. Donc ça donne la même chose. Pour les anglophones, ceux qui se débrouillent bien en anglais. D'accord, on est presque arrivé à la fin de cette émission. J'espère que beaucoup de jeunes nous ont suivis et ont retenu l'essentiel pour pouvoir profiter de ces programmes-là qui les renforcent en leadership et leur permettent d'être véritablement utiles pour leur communauté. On va finir par la conclusion. Je commence avec vous, Monsieur Komlan Labama aussi. Que diriez-vous pour conclure cette émission? D'abord, remercier Pyramide FM. Vous remercier particulièrement pour votre accueil et appeler les jeunes à ne pas hésiter à candidater lorsqu'ils auraient l'information. Pour ceux qui doutent de leur capacité, c'est pas la peine. Ils ont la capacité d'être retenus. Donc, je les invite à être ou à se connecter sur Yali Dakar, Aïdat et le GAD. Nous sommes tous sur Facebook, sur Twitter également. Donc, il suffit qu'ils soient connectés ou abonnés à nos pages et ils auraient l'information. D'accord. Merci. Oui, Edwige. Ok, merci. Je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis pour nous permettre de partager cette opportunité avec d'autres jeunes. Et je lance aussi un appel à tous les jeunes
de pouvoir postuler. Souvent, c'est triste quand nous allons à ce programme et que nous nous rendons compte que les anglophones sont en nombre. C'est vrai que... Les Togolais sont peu. Oui, les Togolais sont peu. Les Togolais sont peu. Et donc, je lance un appel. Le programme est ouvert aux jeunes qui répondent aux critères. Et comme il le disait, quand tu doutes déjà, ça veut dire que tu as la possibilité d'essayer au moins. Essaie. Et même si tu n'es pas retenu pour la première fois, ça ne t'empêche pas encore de réessayer. Tu réessayeras autant de fois que tu pourras jusqu'à ce que tu ne sois retenu. Et donc, ça ne coûte rien d'essayer. Et au fur et à mesure, même si tu essaies cette année et que tu n'es pas retenu, tu as encore le temps de continuer par faire ce que tu faisais avant d'être retenu les années suivantes. Donc, je vous encourage beaucoup à postuler à ce programme. C'est gratuit et on gagne gros. On gagne gros avec 0 francs. Merci en tout cas d'être passé comme là-bas aussi. Yali Dakar et puis Edwige Sabanko Humguyeda. Je prends encore le risque de prononcer le nom. Yali Accra. C'est fini pour ce numéro de Le Gâteau au nom de l'humanité. On se retrouve le 3e lundi du mois prochain. Au revoir.